David Hallyday a passé plus de 4 décennies à garder un silence presque religieux pendant que le monde s'acharnait à décortiquer, à juger et à réécrire l'histoire de sa famille comme un roman à sensation bon marché. Le fils unique de Johnny Hallyday, le géant incontesté du rock français, a vu l'héritage paternel se transformer en un spectacle judiciaire interminable et en une bataille publique qui a captivé les médias comme un feuilleton télévisé. Il n'a jamais hurlé son indignation, jamais lancé d'accusations venimeuses, jamais exploité sa douleur pour un livre ou un documentaire. Il a simplement patienté, stoïque, observant de loin les tempêtes qui agitaient son nom de famille. Mais en 2025, à l'âge de 59 ans, David a enfin brisé ce mur de réserve, et ses paroles ont figé la France entière comme un arrêt sur image inattendu. Ce qui n'était au départ qu'une tragédie intime est devenu une affaire qui a ébranlé le pays, révélant les failles cachées d'une dynastie musicale. Né dans l'ombre écrasante de 2 monstres sacrés du show-business, David Michel Benjamin Smet voit le jour le 13 août 1966 à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Son destin semble gravé dans le marbre avant même qu'il n'ouvre les yeux, fils de Johnny Hallyday, le rebelle au cœur tendre qui fait vibrer les foules avec ses riffs électriques, et de Sylvie Vartan, la reine de la pop yéyé qui illumine les écrans avec son sourire éclatant et ses tubes entraînants. Ensemble, ses parents forment le couple glamour par excellence des années 60, un duo qui symbolise l'amour, le succès et la modernité, captivant une nation entière avec leur romance digne d'un film hollywoodien. Au milieu de ce tourbillon de flash et d'applaudissements, David grandit comme un enfant qui n'a pas choisi d'être sous les projecteurs. Lorsque Johnny et Sylvie se séparent en 1980, David n'a que 14 ans, et ce divorce marque le début d'une enfance fractionnée entre 2 univers opposés. Il passe une partie de sa vie à Paris, entouré de la frénésie médiatique et des souvenirs d'une famille brisée, et l'autre à Los Angeles, une ville étincelante où le soleil californien masque les ombres du passé. Là-bas, il fréquente le lycée français, apprenant à naviguer entre 2 cultures, 2 langues, et 2 parents qui, malgré leur amour pour lui, vivent des vies parallèles. Tandis que Johnny enchaîne les tournées et les conquêtes, Sylvie se consacre à sa carrière et à son fils, offrant à David une stabilité relative dans l'effervescence hollywoodienne. Mais pour le jeune adolescent, ce va-et-vient est une épreuve. Il se sent comme un bagage qu'on transbahute d'un avion à l'autre, sans jamais vraiment appartenir nulle part. À Los Angeles, il découvre le rock sous un angle nouveau, loin du tumulte français, absorbant la discipline américaine sans le chaos qui avait consumé son père. Il se réfugie dans la musique, non pas pour imiter Johnny, mais pour s'échapper. Il tape sur des batteries imaginaires, compose des mélodies solitaires dans sa chambre, trouve dans les rythmes une paix que la vie réelle lui refuse. À la fin de son adolescence, il écrit ses premières chansons en anglais, rêvant d'être reconnu pour son talent propre, pas pour son pédigré familial. Ce songe devient tangible en 1988 avec la sortie de son premier album, True Cool, un disque fluide, introspectif, où sa voix douce et mélodique affirme une identité distincte. L'album est un succès immédiat en France et en Belgique, lui offrant la validation qu'il avait si longtemps cherchée en dehors de l'ombre paternelle. 2 ans plus tard, Rock'n'At confirme son talent, démontrant qu'il hérite du feu de Johnny et de la sensibilité de Sylvie, mais qu'il forge son propre chemin. Ses textes, souvent introspectifs, explorent la famille, la distance émotionnelle et le vide intérieur, des thèmes qui trahissent le point invisible de grandir sous les spotlights. Durant les années 1990, tandis que Johnny remplit les stades avec des shows pyrotechniques, David bâtit une carrière plus nuancée, marquée par l'honnêteté brute et une retenue presque ascétique. En 1999, son album Un paradis, un enfer remporte une victoire de la musique pour le meilleur album pop-rock, un moment pivotal qui l'affranchit définitivement du mythe paternel. Pourtant, cette reconnaissance n'efface pas les cicatrices invisibles d'une enfance où chaque photo de famille était une couverture de magazine, chaque dispute parentale un titre à la une. Derrière son regard serein se cache un garçon qui a passé des années à observer l'amour se consumer, la trahison s'insinuer et la séparation s'étaler comme un spectacle public. Cette résilience tranquille devient son bouclier. Malgré le succès, David ne perd jamais son self-control, même quand la vie de son père se déroule comme un roman fleuve rempli de rebondissements. Ce qu'il transmet dans ces années-là, c'est une leçon de survie face à la célébrité, ne pas la laisser vous définir, mais la dompter. Il se marie en 1989 avec Estelle Lefébure, un mannequin français dont la beauté éthérée égale son charisme discret. Ils forment l'un des couples les plus photographiés de France, élégant, jeune et apparemment invincible. Ensemble, ils ont 2 filles, Ilona et Emma. Cette dernière suivra les pas artistiques de son père en devenant actrice. Mais derrière l'éclat des flashs, David cherche encore l'équilibre. Il aime profondément, mais redoute le même tourbillon qui a englouti le mariage de ses parents. Après des années de hauts et de bas, le couple se sépare à la fin des années 1990,
laissant David face à une solitude qu'il apprivoise avec philosophie. Durant ces années, sa passion pour la musique devient une catharsis. Il compose des bandes originales pour des films, écrit pour d'autres artistes, et s'aventure même dans le monde du sport automobile, participant aux 24 heures du Mans en 2003. Pour certains, c'est une évasion. Pour lui, c'est une affirmation de liberté. C'est un homme qui recherche la maîtrise dans une existence modelée par tout ce qui échappe à son contrôle, la notoriété, les liens du sang et les échos d'un héritage trop lourd. Puis, au début des années 2000, un nouveau chapitre s'ouvre avec Alexandra Pastor, héritière d'une des dynasties immobilières les plus opulentes de Monaco. Là où Estelle représentait le glamour des spotlights, Alexandra symbolise la tranquillité. Ils se marient en 2004 et accueillent bientôt un fils, Cameron. Entouré d'opulence mais indifférent à l'étalage, David opte pour la discrétion. Leur résidence dans le sud de la France devient son sanctuaire, un havre de musique, de famille et de quiétude disciplinée. Tandis que Johnny continue à vivre comme un titan du rock, se remariant à plusieurs reprises, David se concentre sur l'introspection. Les entretiens de cette époque dépeignent un homme à la fois fier et circonspect de son legs familial. « Mon père vivait à 100 à l'heure, confiait-il un jour. Moi, j'ai besoin de paix pour me découvrir. » Il ne se rebelle pas contre Johnny. Il apprend à exister sans le concurrencer. Chaque opus sorti durant ces années, de révélation à un paradis, un enfer, contient des bribes de réconciliation, des messages subliminaux entre un père et un fils qui s'expriment rarement leurs sentiments. Au milieu des années 2010, David pensait avoir trouvé l'équilibre. Ses parents vieillissaient, ses enfants grandissaient, son mariage était solide. Il avait amassé une fortune personnelle estimée à environ 15 millions d'euros, indépendante de l'empire paternel. Il n'avait plus besoin du patronyme pour exister, mais le destin aime tester la sérénité. Et pour David Hallyday, l'épreuve surgit un matin glacial de décembre 2017, quand le téléphone sonna depuis Marne-la-Coquette. Johnny Hallyday n'était plus, et avec lui, l'équilibre précaire de toute une lignée allait s'effondrer. Le jour où la mélodie s'est tue, la mort de Johnny et le testament qui a ébranlé la France. C'était le 5 décembre 2017 quand la France s'est figée comme une statue de glace. Johnny Hallyday, l'homme qui avait incarné la révolte pendant 6 décennies, s'éteignait à Marne-la-Coquette, sa résidence près de Paris, après une lutte acharnée contre un cancer du poumon. Il avait 74 ans. Pour des millions de personnes, ce fut comme perdre une partie de l'âme nationale. L'homme qui avait initié la jeunesse française au rock'n'roll n'était plus. Des foules se rassemblèrent en silence devant sa maison, des bougies s'allumèrent de Paris à Marseille, et la nation pleura non seulement un interprète, mais un symbole vivant de la France rebelle et libre. Mais pour sa famille, le deuil n'était que le prologue d'une épreuve bien plus déchirante. Quelques semaines après les funérailles grandioses à l'église de la Madeleine et l'inhumation intime à Saint-Barthélemy, des fissures commencèrent à apparaître dans l'image d'unité familiale que Johnny avait laissée. En coulisses, des murmures sur son testament commencèrent à circuler comme un feu de paille. Des murmures qui devinrent vite des titres en lettres capitales. En février 2018, Laura Smet, la fille de Johnny, publia une lettre ouverte déchirante adressée à son père défunt. Elle y révélait qu'elle venait d'apprendre qu'elle et son frère David avaient été totalement exclus du testament paternel. « J'ai appris il y a quelques jours que tu avais rédigé un testament nous déshéritant totalement, David et moi. Il est insupportable que je n'ai pas pu te dire au revoir, papa. Le savais-tu seulement ?» écrivait-elle, les mots comme des coups de poignard. En quelques jours, les avocats confirmèrent ce que personne ne voulait croire. La succession de Johnny, estimée à près de 100 millions d'euros, avait été intégralement léguée à sa veuve, Laetitia Boudou, et à leurs 2 filles adoptives, Jade et Joy. Le testament, rédigé selon la loi californienne, ne laissait rien à David ni à Laura. Pour le public français, ce n'était pas seulement une question juridique, c'était une affaire morale, un choc culturel. En France, les enfants ne peuvent être entièrement déshérités. La loi leur garantit une part réservataire de l'héritage parental. Mais aux États-Unis, où Johnny avait résidé une grande partie de sa vie, la liberté testamentaire est absolue. On peut tout laisser à qui l'on veut, même à un chat ou à une fondation pour les pingouins. Cette révélation provoqua une tempête médiatique qui déchira la famille Hallyday sous les yeux du monde entier. Laetitia rompit bientôt le silence, affirmant qu'elle n'avait jamais manipulé son mari. « On me vole mon deuil », confia-t-elle à Le Point. Johnny a pris ses propres décisions. David et Laura avaient déjà construit leur vie. Ces paroles, destinées à la défendre, ne firent qu'approfondir le fossé. Pour David, la blessure n'était pas une question d'argent, c'était une question de dignité.
Apprendre par les journaux que le testament de son père l'effaçait complètement fut une humiliation qui le marqua au fer rouge. Pourtant, fidèle à sa nature, il ne s'emporta pas en public. Ce n'est pas une question d'héritage, confia-t-il à des amis proches. C'est une question de respect. À Los Angeles, la famille qui s'était autrefois réunie autour du lit d'hôpital de Johnny ne communiquait plus que par avocat interposé. Ce qui avait commencé comme un deuil se transforma en guerre froide, faite d'interviews assassines et d'accusations voilées. Les fans prirent parti. Les médias parlèrent de la « guerre des clans ». Et au centre de tout cela se tenait David, calme, digne et silencieux, un fils qui avait perdu non seulement son père, mais la dernière trace de paix que sa famille ait jamais connue. Une guerre écrite dans les tribunaux et le silence. Au début de l'année 2018, la salle d'audience devint la nouvelle scène du non Hallyday. Ce qui avait autrefois été des concerts, des applaudissements et des lumières se transforma en audience, déclarations et accusations. L'affaire était simple sur le plan juridique, mais insupportable sur le plan émotionnel. Le testament américain de Johnny, rédigé à Los Angeles, léguait tout, maison, royalties, voiture, droit sur son nom à Laetitia et à leurs 2 filles adoptives. En France, cela paraissait impensable. En mars, David et Laura déposèrent conjointement une plainte pour contester le testament selon la loi française, déclenchant l'une des querelles familiales les plus médiatisées de la France moderne. Laetitia se présenta comme la gardienne des volontés de Johnny, affirmant que son mari avait agi par amour, non par exclusion. Johnny croyait avoir déjà pourvu aux besoins de ses enfants aînés, déclara-t-elle aux journalistes. David est un artiste accompli. Laura est une actrice. Il n'avait pas besoin de sa protection. Mais pour les millions de Français qui avaient suivi la vie de Johnny pendant des décennies, ces paroles sonnèrent froidement. Comment un père pouvait-il effacer ses propres enfants de son héritage? Le public français prit parti. Les tabloïds transformèrent chaque détail en scandale. Derrière les gros titres, David Hallyday resta silencieux, un homme élevé dans le chaos qui refusait de l'alimenter. En privé, pourtant, son silence n'était pas la paix, c'était la douleur. Le testament avait fait bien plus que diviser l'argent. Il avait rouvert la plaie du divorce de ses parents, la solitude de l'enfance et le sentiment d'être un invité dans sa propre histoire familiale. Tout au long de 2018 et 2019, les avocats débattirent pour savoir si le centre de vie de Johnny se trouvait en France ou aux États-Unis. Un détail qui déterminerait quelle loi s'appliquerait. Les enjeux étaient immenses, non seulement l'argent, mais aussi le droit moral de décider comment la mémoire de Johnny serait préservée. Les tribunaux français gelèrent les avoirs de Johnny, de la villa de Marne-la-Coquette à sa propriété de Saint-Barthélemy. Pendant des années, rien ne pouvait être vendu, rien ne pouvait bouger. Pendant ce temps, la famille se fractura irrémédiablement. Laura donna des interviews émouvantes décrivant son chagrin. Laetitia accusa la presse de la crucifier et affirma « On m'attaque parce que je suis une femme ». David, le plus silencieux de tous, se retira de la vie publique. Il apparaissait rarement à la télévision et refusait de prononcer le nom de Laetitia. À ses amis, il confia que le conflit n'était pas une question de richesse, mais de vérité. En 2020, la lassitude remplaça la colère. La pandémie suspendit les audiences et même le deuil sembla figé dans le temps. Puis en juillet 2020, un petit miracle se produisit. Les avocats de Laetitia annoncèrent un accord définitif avec les enfants de Johnny. Après 2 ans et demi de bataille, la guerre était enfin terminée, du moins sur le papier. Selon cet accord, Laetitia conservait les propriétés de Johnny, estimées entre 28 et 34 millions d'euros, mais héritait aussi de ses dettes fiscales massives, environ 30 millions d'euros. Laura aurait reçu 2,6 millions d'euros et les droits sur la chanson de son père Laura. David, fidèle à sa nature, ne demanda rien de plus que la paix. S'exprimant sur RTL, il déclara simplement « Dieu merci, c'est fini ». Tout cela appartient désormais au passé. Les gens ont des problèmes plus importants à affronter. Il ne célébra pas, il n'accusa pas. Il était soulagé. Mais sous ce soulagement se cachait l'épuisement silencieux d'un homme qui avait passé des années à se battre pour une reconnaissance qu'un père disparu ne pouvait plus lui offrir. Les tribunaux lui avaient donné une conclusion, mais pas la guérison. Entre distance et réconciliation. Après la longue tempête des tribunaux et des gros titres, les années suivantes apportèrent un calme fragile. David Hallyday se retira des projecteurs, se consacrant à la musique, à la famille et au silence. Tandis que d'autres exploitaient l'héritage de Johnny à travers des documentaires, des expositions et des projets de musée, David choisit de garder ses distances.
Je fais ma propre musique, déclara-t-il à RTL en 2022, pas celle des tribunaux. Pour lui, l'héritage n'était pas une affaire commerciale. C'était un fardeau qu'il avait appris à porter avec une dignité silencieuse. En 2024, l'impossible commença à changer. Après près de 7 années de ressentiment, Laetitia et David se remirent à communiquer, non plus comme des ennemis, mais comme deux êtres liés par le même fantôme. Ils commencèrent à discuter des droits moraux de Johnny, ses autorisations légales qui régissaient l'usage de son image et de ses chansons. À la surprise générale, les échanges furent respectueux. Dans une interview accordée aux Parisiens en avril, David confirma « Nous faisons les choses dans les règles. C'est formidable que cela se passe ainsi. Nous communiquons sur les questions de droit pour que tout le monde soit d'accord. Il aurait été déplacé qu'elle refuse. » Ces mots étaient modestes mais monumentaux. Un signe que la querelle qui avait jadis déchiré la France en deux pouvait enfin se refermer. À la même période, Laetitia publia des photos célébrant le 20e anniversaire de sa fille Jade. Parmi les images de famille et d'amis, une photo stupéfia les fans. Un rare cliché où figurait David. C'était subtil mais clair. La guerre froide était en train de fondre. Cet été-là, David sortit l'un de ses projets les plus personnels, Rêve pour un fou, un album entier réinterprétant les chansons de son père. Ce n'était pas une manœuvre commerciale, c'était un acte de clôture. Chaque note portait à la fois hommage et douleur, comme s'il s'adressait directement à Johnny à travers la mélodie plutôt que les mots. Les critiques le décrivirent comme son œuvre la plus intime, écrite avec amour mais sans illusion. Interrogé sur ses demi-sœurs Jade et Joy, le ton de David s'adoucit davantage. Sur Focus Dimanche sur RTL en avril 2024, il déclara « Elles le savent, je l'ai suffisamment dit, ma porte est ouverte. Ce sont mes sœurs, je les aime. Lorsqu'elles seront mûres et prêtes, elles seront toujours les bienvenues. » Le message était simple. Le pardon restait possible. Même si la distance demeurait. À la même période, Laetitia commença elle aussi à montrer de la chaleur. Sur les réseaux sociaux, elle partagea des hommages à Johnny qui incluaient David et Laura, rompant des années de silence. Elle écrivit à ses filles « La lumière de ton père nous guide encore et l'amour qu'il nous a donné nous unit même à travers les tempêtes. » Pour la première fois depuis des années, il semblait que la famille Hallyday respirait à nouveau. Pourtant, derrière chaque réconciliation subsiste une part indicible. David avait appris à pardonner à la vie, mais pas à la tromper. Il était calme, mais pas guéri. Lorsqu'il promut Rêve pour un fou en tournée, ses paroles restaient bienveillantes mais mesurées, comme si chaque phrase oscillait entre paix et retenue. Et cette retenue allait se briser discrètement mais définitivement en janvier 2025, lorsqu'il prononça une seule phrase qui fit tout ressurgir. La phrase qui rouvrit les vieilles blessures. Cela se passa le 10 janvier. Après des années de retenue, alors que la réconciliation semblait à portée de main, David Hallyday s'assit pour une interview exclusive avec le Figaro magazine. Il était calme, posé, presque apaisé. Les questions étaient simples, sur la musique, la mémoire et la famille. Mais vint celle qu'il avait évitée pendant près d'une décennie. Avait-il pardonné à Laetitia? David baissa les yeux un instant, puis parla doucement. « Je ne pardonnerai jamais à Laetitia. » 6 mots sans colère, sans drame. Pourtant, en quelques secondes, tout se figea. Le lendemain matin, la France se réveilla avec des gros titres qui résonneraient comme le tonnerre. Internet s'enflamma, les fans se divisèrent et les réseaux sociaux brûlèrent de débats. Pour certains, il était amer. Pour d'autres, courageux, le dernier défenseur de la véritable mémoire de son père. Mais pour ceux qui le connaissaient, ce n'était pas de la vengeance, c'était une libération. En réalité, ce n'était pas un homme cherchant le conflit, mais un homme posant enfin des limites. Pour David, le pardon était devenu impossible, non par avidité, mais par trahison. La blessure remontait à ce jour de 2009 à Los Angeles, lorsque son père était plongé dans un coma artificiel après une opération ratée. En arrivant à l'hôpital, David fut stupéfait de voir des photographes postés devant la porte. Il affirma plus tard que c'était Laetitia qui avait laissé entrer les caméras, transformant la souffrance intime en spectacle. Ce jour-là, confia-t-il un jour à un ami, quelque chose s'est brisé en moi. 15 ans plus tard, la fracture ne s'était jamais refermée. La guerre juridique, le regard du public, le cirque médiatique sans fin, tout cela avait enseveli une vérité simple. Un fils avait perdu son père 2 fois, d'abord par la mort, puis à travers l'histoire que d'autres racontaient à sa place. Dans le Figaro, David n'en dit pas plus, mais le sens était clair.
Pardonner pour lui aurait signifié effacer la douleur, prétendre que les années de silence et d'humiliation n'avaient jamais existé et il refusa de le faire. Après l'interview, David fut photographié quittant les studios de RTL à Paris, le visage calme. Sa femme Alexandra Pastor marchant silencieusement à ses côtés. Les journalistes crièrent des questions. Il ne répondit pas. Ce silence, le même qui l'accompagnait depuis l'enfance, était redevenu son bouclier. Ceux qui le connaissent décrivirent ce moment non comme un accès de colère, mais comme une délivrance. Il a dit ce qu'il devait dire, confia un ami à Paris Match, pas pour se venger, mais pour être en paix. Ce soir-là, la télévision française diffusa un débat spécial intitulé « La famille Hallyday peut-elle un jour se pardonner ?» D'anciennes images montraient Johnny, Sylvie et le jeune David sur scène, un temps où tout semblait simple, où la famille signifiait encore harmonie et non avocat. En fond sonore, une composition de David, « Tu ne m'as pas laissé le temps », résonnait doucement. Les paroles, écrites des années plus tôt, paraissaient aujourd'hui prophétiques. Nos vies s'écrivent dans le même sang. Alors que le débat faisait rage en ligne, David restait silencieux dans sa maison du sud de la France. Des amis racontèrent qu'il passa la soirée à son piano, travaillant sur un nouvel album. Ceux qui en ont entendu quelques morceaux disent que c'est son œuvre la plus personnelle à ce jour. Des chansons sur l'amour, la perte et l'impossibilité d'oublier. Il ne cherche plus ni vengeance ni compréhension. Ce qu'il cherche désormais, c'est la vérité, non celle écrite dans les tabloïds ou les testaments, mais celle de la mémoire. Pour David Hallyday, le pardon n'est pas un devoir moral, c'est un choix qu'il n'est pas prêt à faire. Car parfois, ne pas pardonner, ce n'est pas haïr, c'est survivre. Pour certains, le temps guérit toutes les blessures, mais pour d'autres, il apprend seulement à vivre avec. David Hallyday n'a jamais cherché la guerre, et il n'a jamais voulu être un symbole. Il voulait simplement la paix, une paix que son père n'a jamais trouvée et que sa famille n'a jamais su protéger. Ces mots en 2025 n'étaient pas une déclaration de haine, mais une confession de douleur, celle qui ne s'efface jamais, peu importe les années. Et vous, qu'en pensez-vous? David a-t-il eu raison de parler enfin après tout ce temps, ou le pardon aurait-il dû être son dernier acte d'amour? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour d'autres histoires vraies sur les plus grands drames familiaux du monde.